Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse fondamentale, celle-ci consacrée au titre Ruby. Alors, j'avais prévu de faire une vidéo d'analyse technique ce soir, mais finalement j'ai changé d'avis en raison de la forte baisse du titre Ruby au cours des dernières séances. Et donc ce que je ferai, c'est que j'essaierai de mettre en ligne une vidéo d'analyse technique ce week-end, probablement ce dimanche. Alors comme d'habitude, petit rappel, les informations présentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement, celles-ci ont un but purement éducatif. Par ailleurs, les éléments mis en avant dans cette vidéo ne constituent ni un conseil d'achat ni un conseil de vente sur le titre présenté. L'investissement en bourse implique en effet des risques, comme le risque de perte totale du capital, et il est donc primordial que vous fassiez votre propre analyse. Alors, dans cette vidéo, j'ai utilisé les sources suivantes, à savoir morningstar.fr, ruby.fr, zonebourse.com et unclestock.com que j'utilise, donc qui est un screener payant que j'utilise dans mes analyses. Alors comme d'habitude, on va passer à une rapide présentation de l'entreprise. Ruby est une entreprise française éligible au PEA. C'est surtout un opérateur international spécialisé dans la distribution de produits pétroliers, notamment. Alors en fait, l'entreprise Ruby est répartie en 3 filiales. Donc on a d'un côté Ruby Energy, d'un autre côté Ruby Support et Services et on a également Ruby Terminal. Alors ces 3 filiales sont spécialisées dans 3 sous-domaines différents. Le premier, c'est la distribution de produits pétroliers, donc notamment distribution de produits pétroliers vers les stations-service, distribution de GPL, donc de gaz sous différentes formes, notamment les bouteilles de butane, distribution de produits pétroliers pour l'aviation, la marine, les lubrifiants, mais également le bitume. Alors on trouve également une filiale qui s'appelle Ruby Support et Services et donc qui est spécialisée dans le support et services, notamment au niveau du raffinage, du transport maritime et de la logistique. Et enfin on trouve une troisième filiale qui s'appelle Ruby Terminal et qui est spécialisée dans l'activité de stockage, notamment stockage de pétrole, de produits chimiques, d'engrais et d'huile végétale. Alors, l'une des particularités de l'entreprise Ruby, c'est qu'elle se développe sur des marchés de niche. En tout cas, elle cherche à se développer sur des marchés de niche. Et elle essaye notamment de produire, en tout cas de fournir des services et des activités qui sont délaissés par d'autres grands groupes, notamment par les majors pétrolières. Alors, je vous ai mis ici la répartition du chiffre d'affaires de l'entreprise Ruby. 51% du chiffre d'affaires est réalisé en Afrique, 36% du chiffre d'affaires est réalisé aux Caraïbes et 13% du chiffre d'affaires est réalisé en Europe. Alors, ce qui veut dire que Ruby est une entreprise exposée essentiellement à l'Afrique et aux Caraïbes, beaucoup moins à l'Europe. L'entreprise Ruby compte actuellement 4000 employés d'après les données fournies par Zone Bourse. Et l'entreprise pèse en bourse actuellement 3 milliards d'euros, c'est-à-dire que la capitalisation boursière de l'entreprise est de 3 milliards d'euros, ce qui en fait une mid-cap. Alors parmi les concurrents, on va trouver 4 entreprises, le principal concurrent étant Vopak, donc une entreprise néerlandaise, et puis on va également trouver 3 autres entreprises, à savoir Oil Tanking, Petroplus et SHV. Alors, juste avant de passer à l'analyse des marges, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter en tout cas un comparatif entre l'évolution du cours de bourse de Ruby en rouge et l'évolution du cours de bourse de Vopak, donc l'entreprise néerlandaise qui est le principal concurrent de Ruby, en tout cas au niveau européen. Alors ce qu'on peut voir, c'est qu'on a les cours ici de Ruby et de Vocap depuis 1990, puisque l'entreprise Ruby a été créée en 1990, et ce qu'on peut voir, c'est qu'au niveau de la performance, donc sur cette période de 30 ans, en fait les deux entreprises ont une performance quasiment identique, puisque Vopak affiche une plus-value latente en tout cas de 508%, sans prendre en compte les dividendes, et Ruby affiche une plus-value de 529% sans prendre en compte les dividendes. Alors, on voit très bien ici sur ce graphique que de temps en temps c'est Ruby qui surperforme Vopak et de temps en temps c'est Vopak qui surperforme Ruby, comme ici dans la période 2011-2014. Alors ce qu'on voit ici, c'est que Ruby avait largement surperformé Vopak au cours des 4-5 dernières années, et on voit que le cours de Ruby a bien dégringolé en tout cas ces derniers temps et est revenu à proximité du cours de Vopak ici. Alors si on regarde un peu davantage et qu'on zoome un peu sur ce graphique et qu'on se concentre ici sur la dernière année de cotation, on voit que d'un côté le cours de Vopak
a stagné et donc a perdu 1,96% sur un an, ce qui est relativement faible, notamment suite à la crise sanitaire actuelle. Mais par contre, on voit que le cours de Ruby, lui, s'est effondré de 42%. C'est ce qu'on a vu juste avant, c'est-à-dire que la surperformance de Ruby entre 2015 et 2019, 2018, a été effacée au cours des 18-24 derniers mois. Alors on va essayer de s'intéresser aux détails, en tout cas aux états financiers de Ruby, pour voir un peu quel est l'état, en tout cas des états financiers du titre, pour savoir un peu ce qu'il en ressort au niveau fondamental. Alors comme d'habitude, je commence avec l'analyse des marges en me concentrant en premier lieu sur la marge brute de l'entreprise. Alors on voit directement que la marge brute est largement inférieure à 40% en moyenne, ce qui veut dire que Ruby n'a pas d'avantage compétitif durable. D'accord ? Donc l'entreprise évolue dans un marché fortement concurrentiel. C'est ce qu'on peut voir ici au niveau de la marge nette, d'accord, puisqu'on voit que celle-ci donc est positive, ce qui est quand même un bon point. J'ai d'ailleurs mis un petit plus ici. On voit que cette marge nette est positive, mais elle est extrêmement faible, aux alentours de 5-6% en moyenne. D'accord ? Donc ce qui veut dire que Ruby évolue dans un secteur extrêmement concurrentiel et évolue dans un secteur avec des marges relativement faibles. Alors un autre élément qui doit attirer notre attention, c'est le retour sur fonds propres. En anglais, le return on equity. Alors quand on regarde ce retour sur fonds propres, on voit que celui-ci en fait est supérieur à 11%, même supérieur à 12% en moyenne au cours des 5 dernières années. Ce qui en fait un rendement sur fonds propres relativement correct, d'accord, qui est même plus que correct, qui est plutôt un bon rendement sur fonds propres pour une entreprise européenne. Généralement pour les meilleures entreprises européennes, on va trouver des rendements sur fonds propres qui sont supérieurs à 20%, c'est pour les toutes meilleures, je pense notamment à Hermès. Et puis dans les très bonnes entreprises, on va trouver des entreprises qui approchent un retour sur fonds propres d'environ 15%. D'accord ? Donc avec un retour sur fonds propres de 12% en moyenne, on voit même certaines années quasiment à 14%, comme en 2017, ça veut dire que l'entreprise Ruby a plutôt un bon return on equity, un bon retour sur fonds propres. Alors, on va continuer tout de suite sur la croissance de l'entreprise. Alors, on voit que celle-ci a connu une forte croissance, puisqu'on voit que la croissance est positive. Si on regarde la croissance annuelle en 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, on voit que celle-ci est positive d'année en année. On voit par contre que la croissance a fortement augmenté en 2017, puis en 2018, puis en 2019. Alors, on a une décroissance entre 2017, 2018, 2019, mais on a une croissance qui est relativement importante au cours des 3 années, puisqu'on a une croissance de 30%, puis 20%, puis 10%. Donc on a une décroissance au cours des dernières années, mais cette croissance est beaucoup plus importante qu'au cours des années 2015-2016. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quand on regarde la croissance sur 3 ans et sur 5 ans, on voit que celle-ci est supérieure à 10%, ce qui en fait plutôt une belle croissance pour cette entreprise. Quand on regarde le résultat d'exploitation, on voit que celui-ci est également en croissance de manière très importante depuis 2015, d'accord ? Plus 20%, plus 47%, plus 22%, plus 6%, plus 4%, quasiment plus 5%. D'accord ? Et quand on regarde la moyenne sur 3 ans et sur 5 ans, on voit que cette croissance est également largement supérieure à 10%, notamment la moyenne à 5 ans. Alors on peut descendre en dessous au niveau du bénéfice par action et c'est la même chose, quand on regarde la moyenne sur 5 ans, on voit que le bénéfice par action est largement, en tout cas le taux de croissance du bénéfice par action est largement supérieur à 10%. Ce qui veut dire que l'entreprise a connu une belle croissance au cours des 3 à 5 dernières années. Alors on peut imaginer que l'année 2020 sera moins bonne, mais on peut également penser que les années 2021, 2022, 2023 seront potentiellement meilleures. D'accord ? Donc on pourrait imaginer un taux de croissance par la suite d'environ, je ne sais pas, 7-8% par an, ça ne paraît pas irréaliste. Alors on regarde ensuite les ratios de liquidité, donc on va s'intéresser notamment au coefficient de liquidité et au quick ratio. Quand on regarde le coefficient de liquidité, on voit que celui-ci est de 1,99 et on voit que celui-ci est globalement en ligne avec les coefficients de liquidité des années antérieures. Quand on regarde le quick ratio, on voit que celui-ci par contre est beaucoup plus faible que d'habitude à 0,98. Pour autant, on est très proche de 1, ça veut dire que la liquidité de l'entreprise n'est pas un problème a priori. D'accord ? On voit qu'il est beaucoup plus faible que d'habitude,
en tout cas à fin 2019, on voit que celui-ci pour autant est très proche de 1, donc a priori basé sur les chiffres de fin 2019, il n'y avait aucun problème à ce niveau-là, même si le ratio, en tout cas le quick ratio, est en baisse par rapport aux 4 années antérieures. Alors, on passe tout de suite au bilan, et comme d'habitude, ce qu'on veut regarder, c'est deux choses. La première, c'est la trésorerie de l'entreprise. On voit qu'à fin 2019, la trésorerie de l'entreprise était de 860 millions d'euros, ce qui est plutôt une grosse trésorerie, et qu'on peut comparer donc aux trésoreries antérieures. On voit que celle-ci est la plus élevée des 5 dernières années, et qu'on peut également comparer au total des actifs. Donc on voit qu'on a une trésorerie de 860 millions pour 5 milliards 700 millions d'euros d'actifs, donc c'est plutôt une très bonne trésorerie. On voit que les stocks ont augmenté, donc passant de 200 millions à 500 millions, on peut imaginer, alors je ne sais pas trop comment sont comptabilisés les stocks chez Ruby, j'imagine que ce sont des stocks, donc ce sont les stocks de liquide par exemple qui sont stockés auprès de l'entreprise. Voilà, comme je n'en sais pas plus sur comment sont traités les stocks, il faudrait regarder plus en détail dans les états financiers de l'entreprise pour voir un peu comment sont traités ces stocks. Alors, au niveau des actifs circulants, on va comparer ceci comme d'habitude au passif circulant. Donc on voit qu'à l'actif circulant, donc total des actifs circulants, on a 3 milliards d'euros et au total des passifs circulants, on a 1,5 milliard d'euros. Ce qui veut dire que les actifs circulants sont largement supérieurs aux passifs circulants. Ce qui est une très bonne chose. Ça veut dire que Ruby n'a pas de problème, en tout cas de liquidité à court terme, c'est-à-dire à horizon 1 an. Alors on va maintenant s'intéresser aux dettes à long terme. Alors ce qu'on va regarder, c'est le niveau d'endettement. Donc dette long terme, on est sur 1,1 milliard de dettes long terme. Et quand on regarde les années antérieures, on voit que ces dettes ont évolué entre quasiment 900 millions d'euros et donc 1,1 milliard. Ce qui veut dire que l'entreprise, vous voyez, a vu ses dettes baisser au cours de l'année 2016. Puis les dettes sont reparties à la hausse. Et puis se sont stabilisés à 1,1 milliard environ. Ce qui veut dire qu'a priori l'entreprise gère plutôt bien son endettement et en gardant à l'esprit que l'entreprise utilise une approche de croissance organique d'un côté, de croissance externe de l'autre. Donc au niveau des dettes long terme, pour moi ici il n'y a pas vraiment de problème. On a le total du passif non circulant ici, 1,6 milliard, et alors ce qu'on peut regarder c'est le total du passif, donc on est à 3,1 milliards, 3,1 milliards à comparer d'un actif de 5,7 milliards. D'accord, donc on a un actif qui est beaucoup plus important que le passif, ce qui est également une bonne chose. Alors, on va également regarder les capitaux propres, et c'est la partie qui nous intéresse en particulier en tant qu'actionnaire. On regarde premièrement la présence ou non de bénéfices non répartis, et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a présence de bénéfices non répartis. D'accord, donc ce sont les bénéfices accumulés par l'entreprise au cours des années. Donc on voit que ceci était de 487 millions d'euros en 2015, puis 659 millions, 630 millions, 725 millions et 841 millions. Ce qui veut dire qu'on a eu une très belle croissance du bénéfice non réparti, en tout cas des bénéfices non répartis de l'entreprise. D'accord, ce qui est le signe d'une entreprise avec un business model relativement sain. On a également ici le total des capitaux propres et ce qu'on cherche à regarder, c'est si ces capitaux propres sont en évolution, en croissance au cours des années. Et ce qu'on voit, c'est que ceux-ci sont bien en croissance entre 2015 et 2019. Puisque ceci était de 1,5 milliard en 2015, puis 1,8 milliard en 2016, 1,9 milliard en 2017, 2,2 milliards quasiment en 2018 et 2,4 milliards en 2019. Donc très belle croissance des capitaux propres au cours des 5 dernières années. Alors, on passe ensuite au compte de résultat, et comme d'habitude, on commence par regarder l'évolution du chiffre d'affaires de Ruby. Donc, celui-ci était de 2,9 milliards en 2015, puis 3 milliards en 2016, 3,9 milliards en 2017, 4,7 milliards en 2018 et 5,2 milliards en 2019. Autrement dit, on a une très belle évolution du chiffre d'affaires entre 2015 et 2019, et c'est ce qu'on avait vu un peu avant au niveau des taux de croissance de l'entreprise. D'accord ? Puisqu'on a un taux de croissance annuel moyen supérieur à 10% au cours des 5 dernières années. Donc taux de croissance du chiffre d'affaires. Quand on regarde le résultat d'exploitation, résultat brut d'exploitation, c'est la même chose. Donc on passe de 826 millions d'euros à 1 milliard, quasiment 1,3 milliard en 2019. Donc très belle évolution du résultat brut d'exploitation également.
on descend ici au niveau du résultat d'exploitation avant intérêts et impôts, et on voit que celui-ci a très bien évolué également, passant de 200 millions d'euros à 300 millions d'euros, puis 368 millions, puis 390 millions, puis enfin 410 millions d'euros. D'accord, donc très belle évolution du résultat d'exploitation avant intérêts et impôts. Je vous rappelle que c'est la ligne que regarde en particulier Warren Buffett pour analyser des entreprises. Et donc avant impôt, on a une très belle évolution de cette ligne. Alors on termine ici avec le résultat net, l'évolution du résultat net au cours des 5 dernières années, et on voit que celui-ci est passé de 169 millions à 208 millions, puis 265 millions, 254 millions, et enfin 307 millions. C'est-à-dire qu'on a une croissance régulière du résultat net de l'entreprise entre 2015 et 2019. Bien entendu, au niveau du bénéfice par action, c'est la même chose, puisqu'on passe d'un bénéfice par action de 2 euros, puis 2,32 €, 2,84 €, 2,63 et 3,09 €. Donc on a une petite baisse ici en 2018, et puis on a à nouveau une croissance en 2019. D'accord, donc globalement, un compte de résultat de très très bonne qualité entre 2015 et 2019. Alors, on continue avec le flux de trésorerie. Comme d'habitude, on s'intéresse au flux de trésorerie net fourni par les activités d'exploitation. On veut voir un flux de trésorerie net positif, et on voit que celui-ci est largement positif au cours des années. Il est d'environ 449 millions en 2015 et il est d'environ 500 millions en 2019, ce qui veut dire que le flux de trésorerie net est, on va dire, oscille entre 300 millions et 500 millions selon les années. On regarde également le flux net de trésorerie utilisé pour les activités d'investissement, en gardant à l'esprit que l'investissement, c'est ce qui permettra à l'entreprise d'obtenir les cash flows futurs, en tout cas du free cash flow futur, et d'augmenter ses bénéfices. Alors, on s'intéresse ensuite au flux de trésorerie disponible. Alors, pour rappel, c'est la différence entre le flux de trésorerie d'exploitation et les investissements de l'entreprise avec quelques ajustements. Alors, au niveau du flux de trésorerie disponible, donc du free cash flow en anglais, on voit que celui-ci est strictement positif entre 2015 et 2019, ce qui est une excellente chose pour l'entreprise. On voit que celui-ci a tendance à osciller, donc entre 100 millions d'euros environ sur les mauvaises années, au cours des mauvaises années, et 300 millions d'euros environ au cours des meilleures années. Ce qui veut dire qu'on peut partir sur un flux de trésorerie moyen d'environ 150 à 200 millions d'euros par an. D'accord, ce qui est un flux de trésorerie disponible relativement important pour une entreprise de cette taille. Alors, ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va aller regarder un peu le dividende de l'entreprise. Et quand en fait, vous voyez ici, je vous ai mis les dividendes de l'entreprise, donc versés par Ruby entre 1999 et 2020. Alors, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'en fait, le dividende augmente régulièrement année après année, puisqu'on passe d'un dividende de 26 centimes d'euros en 1999 à un dividende d'1,75 € en 2020, et vous voyez qu'en fait il a évolué de manière extrêmement régulière. On a ici une petite hausse, une hausse importante du dividende, puis à nouveau une baisse, et puis ça repart à la hausse. Alors je me demande si ici on n'a pas eu un dividende exceptionnel, il faudrait le vérifier. En tout cas, Ruby, quoi qu'il en soit, est un dividende aristocrate européen. Si on prend ici les hausses de dividendes à partir de 2004, de 2005, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc 16 années consécutives d'augmentation du dividende pour les actionnaires de Ruby. Donc Ruby est à la fois un dividende aristocrate qui cherche à augmenter son dividende de manière régulière, mais c'est également une entreprise avec un facteur de croissance qui essaye d'utiliser à la fois une croissance organique, mais aussi une croissance externe pour se développer. D'accord, donc Ruby joue sur deux tableaux. À la fois c'est une valeur de rendement au travers de son dividende, et c'est potentiellement également une petite valeur de croissance, même si ce n'est pas l'objectif premier en tout cas de l'entreprise. C'est-à-dire que c'est pas forcément une valeur, c'est pas un fast grower, mais c'est une valeur certes avec de faibles marges, mais qui est en train de croître, en tout cas qui l'a montré au cours des dernières années. Alors, comme d'habitude, je vais procéder ici à un récapitulatif des informations dont on dispose sur Ruby pour voir un peu la soutenabilité du dividende et pour voir un peu ce qu'on peut espérer en tout cas sur le titre au niveau fondamental. Alors, Ruby se traite à un cours de 29,58 € à comparer à un cours au plus haut de 66 € il me semble. Donc c'est-à-dire que le titre est en baisse par rapport au plus haut de plus de 60%.
Le dividende actuel est de 1,75 €. Alors à comparer à un dividende attendu en 2020 par le consensus de 1,74 € qui laisse penser que le consensus, donc que le marché attend une baisse de dividende de la part de Ruby. Alors à voir si Ruby procédera à une baisse de dividende en 2020 ou pas. En tout cas, on voit que celui-ci est relativement proche. Le consensus attend un dividende relativement proche par rapport au dividende actuel. Donc il est fort probable, ou il est fort possible en tout cas, on ne va pas dire probable mais plutôt possible, que Ruby maintienne un dividende d'1,75 € sans forcément augmenter ce dividende. Alors on voit que le rendement du dividende est de 5,92%. Comment je trouve ce résultat? Tout simplement en divisant le dividende, donc 1,75 € divisé par le cours actuel, donc 29,58 €, ce qui nous donne un rendement du dividende de 5,92%, et ce qui est un rendement relativement correct pour ce genre de valeur. Alors, concernant les facteurs qui pourraient expliquer la chute du cours de bourse de Ruby au cours des dernières semaines, j'en vois 3. Le premier, c'est ce qu'on a vu au début de la vidéo, c'est le fait que Ruby est fortement exposé à l'activité économique, notamment au travers de sa filiale Ruby Energy, donc au niveau de la distribution pétrolière, que ce soit de la distribution pétrolière au niveau des stations-service ou de la distribution pétrolière au niveau de l'aviation, donc des compagnies aériennes. Le deuxième facteur, je pense, c'est un désamour des gérants qui sont en train de liquider leur position Ruby en raison du fait que Ruby ne soit pas jugé écologiquement respectable. D'accord, je pense que ça c'est un deuxième aspect, et notamment parce que les valeurs de l'énergie, en tout cas des énergies dites sales, polluantes, sont massivement délaissées par les gérants en ce moment. Et le troisième facteur, je pense, c'est un effet un peu moutonnier, c'est-à-dire que on a d'un côté des gérants qui se délestent de Ruby en bourse, des valeurs écologiquement peu respectables, entre guillemets, hein, bien entendu, et puis on a potentiellement des particuliers qui se mettent à vendre. Pourquoi? Parce que le cours de Ruby se met à baisser, et donc il y a un effet moutonnier qui veut que les investisseurs particuliers commencent à paniquer et à se délester de leur position. Voilà. Alors maintenant, à savoir si Ruby, en tout cas si la décote de Ruby, enfin la décote, à savoir si la baisse de Ruby est justifiée ou non, on va regarder un petit peu les éléments qui sont en dessous. Alors au niveau du ROIC et du ROE, je n'ai rien trouvé sur unclestock.com, donc on n'a pas l'information, elle est non disponible, j'ai mis ND ici. Alors par contre, comme on l'a vu chez Morningstar, on a l'information, hein, puisque le Return on Equity, donc le rendement sur capitaux propres, est supérieur à 10% par an depuis 5 ans, et donc en moyenne de 12% par an, ce qui est un ROE, un Return on Equity très intéressant, notamment pour une entreprise française. Alors au niveau du ROIC, ce qu'il suffit de regarder, c'est en fait l'endettement de l'entreprise, et quand on descend ici au niveau de la net dette sur EBITDA, donc la dette nette sur EBITDA, on voit qu'elle est de 1,2, donc c'est relativement faible, et au niveau de la dette nette sur capitaux propres, donc dette nette sur equity, on voit qu'elle est de 3,51%, ce qui est relativement faible, ce qui est même extrêmement faible, hein, puisque pour mémoire, Peter Lynch aimait investir dans des entreprises dont la dette nette sur equity ou la dette nette sur capitaux propres était inférieure à 50%. Ici, on n'est qu'à 3% seulement. Ce qui veut dire globalement que l'entreprise est très faiblement endettée. Ce qui veut dire potentiellement que le ROIC ici va être supérieur à 5, c'est une quasi-certitude, et potentiellement supérieur à 7, ce qui est relativement correct. Voilà. Alors bien entendu, il faudra aller le vérifier, hein, mais je pense que le ROIC est d'environ, est compris probablement entre 5 et 7. Alors au niveau du PER, on voit que celui-ci est de 10,3, ce qui est un PER relativement faible, notamment pour une entreprise qui présente un résultat net et un free cash flow positif d'année en année, et ce depuis 5 ans. Alors malheureusement, Unclestock ne présente pas le PER de Ruby au cours des 5 dernières années, donc on ne peut pas le comparer. Par contre, on voit que la croissance annuelle du bénéfice par action au cours des 5 dernières années est de 7%, ce qui est plutôt pas mal, et on voit que le PEG, donc PEG Ratio, P to Growth Ratio, est de 0,74, ce qui veut dire que la croissance future de l'entreprise, la croissance future attendue de l'entreprise se paye à un prix relativement correct. Au niveau des critères value, au niveau du price to book, on est à 1,24, alors on est un petit peu au-dessus du book, de la book value, donc de la valeur des capitaux propres, c'est-à-dire que la capitalisation boursière de l'entreprise est supérieure à la valeur des capitaux propres au niveau comptable, légèrement, 1,24.
On peut penser qu'à terme, cette valeur pourrait se rapprocher de 1 ou 1.1, c'est pas une impossibilité. On n'a pas le price to book des 5 dernières années, donc on ne pourra pas comparer. Par contre, on a le price to sales, donc le ratio entre prix, en tout cas cours de bourse et chiffre d'affaires, et on voit que celui-ci est de 0,64, ce qui est relativement faible. Et donc, ce qui veut dire que l'entreprise potentiellement est décotée, en tout cas au niveau du ratio prix sur chiffre d'affaires. Alors comme on l'a vu, le taux d'endettement de l'entreprise est relativement faible, en tout cas quand on le compare à l'EBITDA et quand on le compare aux capitaux propres. Alors comme d'habitude, je termine ici avec un calcul du payout ratio et du cash dividend payout ratio pour voir si le dividende de Ruby, donc 1,75 €, est soutenable dans les années qui viennent. Alors au niveau du payout ratio, on est à 66%. Comment je trouve ce résultat? Tout simplement en faisant 1,74 € divisé par 2,64 €, ce qui me fait 66%. Et puis ensuite, je calcule le cash dividend payout ratio, donc ici 45%. Comment je trouve ce résultat? Tout simplement en faisant 1,74 € divisé par 3,84 €. Donc au niveau du payout ratio, on est à 66%. Alors on gardera à l'esprit qu'un payout ratio inférieur à 75% est tout à fait correct, a priori soutenable dans le temps, en tout cas au cours des prochaines années, et on gardera à l'esprit qu'un cash dividend payout ratio de 45% est également tout à fait correct, ce qui a priori, je l'ai mis en vert pour les deux, ce qui a priori nous indique que le dividende de 1,75 € pourrait être maintenu au cours de l'année 2020, donc payé en 2021. D'accord, ce qui veut dire que le consensus attend une légère baisse du dividende quand ce dividende d'1,75 € apparaît a priori soutenable. Alors, la dernière question qu'on va se poser avant que je termine cette vidéo, c'est simplement est-ce que le rendement du dividende peut encore augmenter? La réponse est oui, si jamais le cours de bourse de Ruby venait à continuer à baisser. Alors j'en avais parlé dans une vidéo d'analyse technique de Ruby il y a de cela quelques mois. De mon côté, j'attendais, quand le cours était à 40 ou 43, je ne sais plus, j'attendais un retour à 35 €. On a bien eu un retour à 35 € et j'avais signalé un potentiel de baisse jusqu'à 25 €. D'accord, donc ça c'était au niveau de l'analyse technique, et donc potentiellement, en tout cas de mon côté, je vois un potentiel baissier jusqu'à 25 €. Après, bien entendu, il faudra voir un peu ce qui se passe, peut-être qu'on aura un news flow négatif de la part de l'entreprise, ce qui pourrait également expliquer la baisse du cours de bourse, ou bien le titre pourrait se reprendre soit sur ces niveaux et potentiellement légèrement plus bas au niveau des 25 €. En tout cas, c'est ce que nous dit l'analyse technique. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le titre. Donc, a priori, en tout cas, ma conclusion générale, c'est que l'entreprise Ruby, en tout cas au niveau fondamental, est une très très belle entreprise, très bien gérée. Dans ce que j'ai pu lire au niveau de la presse, puisque la presse parle pas mal de Ruby en ce moment, ce qu'on peut lire, c'est que parmi les choses qui posent problème, c'est le fait que l'entreprise soit une société en commandite, c'est ce que j'ai lu. De mon côté, le fait que la société soit une société en commandite, ça veut simplement dire que la société n'est pas OPable, donc ça c'est un élément effectivement un peu négatif, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir d'OPA sur l'entreprise, et donc il ne va pas y avoir de bidder qui va essayer de miser, en tout cas d'essayer de racheter l'entreprise avec une prime à l'achat. Ça c'est un élément, mais qui pour moi n'est pas explicatif de la chute du cours de bourse actuellement. Il y a d'autres entreprises en commandite en France, et l'une d'entre elles est l'entreprise Hermès. Et à ma connaissance, le fait qu'Hermès soit une entreprise en commandite, ne pose pas de problème particulier. Donc de mettre ça en avant, pour moi, c'est pas un critère explicatif de la chute du cours de bourse actuellement. Voilà, alors ce qu'il faudra voir, c'est voir si le cours est capable de se reprendre rapidement, ou bien si le cours descend sur 25 €, auquel cas on aura soit des annonces qui seront faites par l'entreprise, parce que peut-être qu'on a un élément du dossier qu'on ne maîtrise pas, et donc qui va apparaître prochainement, ça c'est une possibilité également. Parfois un cours de bourse se met à chuter fortement, et puis on a un élément explicatif qui intervient quelques semaines, quelques mois plus tard. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'en tout cas, au niveau fondamental, c'est une très belle entreprise. Et donc, effectivement, je pense que le dossier vaut le coup d'œil. C'est une très belle entreprise, très bien gérée, avec une croissance plutôt bien menée. Alors, ce qui pourrait expliquer également, et je ne l'ai pas mentionné, la baisse du cours de bourse, c'est éventuellement une dépréciation d'actifs.
Alors je ne connais pas suffisamment bien le dossier pour savoir à quel niveau ça pourrait avoir lieu et savoir dans quelle ampleur on pourrait avoir une dépréciation d'actifs, mais ça pourrait éventuellement expliquer la chute du cours de bourse de Ruby. Voilà, pour autant, fondamentalement, quand on regarde les 5 dernières années, ça reste une très belle valeur, certes avec des marges relativement faibles. On peut imaginer également que, on l'a vu, Ruby a plutôt une bonne trésorerie, et par rapport aux chiffres que j'ai lus, Ruby avait plutôt une bonne trésorerie, et donc on pourrait également imaginer que Ruby utilise cette trésorerie, voire emprunte sur les marchés, parce qu'on le voit en bas, hein, la dette de l'entreprise est relativement faible, et donc on pourrait imaginer que Ruby pourrait utiliser éventuellement une partie de sa trésorerie et emprunter le reste, puisqu'on a vu qu'elle était faiblement endettée, pour éventuellement procéder à des acquisitions stratégiques dans un marché de l'énergie dans lequel les valorisations sont actuellement extrêmement faibles. Ce qui veut dire éventuellement aussi que Ruby pourrait bénéficier en fait de la crise actuelle au niveau en tout cas du secteur énergétique. Voilà, c'est mon point de vue. Maintenant, il faudra creuser le dossier davantage, essayer de comprendre pourquoi le cours de bourse a chuté comme ça, même si j'ai essayé de donner plusieurs facteurs potentiellement explicatifs. Peut-être qu'on aura une information qui expliquera tout ça davantage dans les semaines qui viennent. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié celle-ci. Pour ceux qui attendaient une vidéo d'analyse technique, je vous retrouve probablement dimanche avec une vidéo d'analyse technique, probablement sur certaines valeurs éligibles au PEA, et je ferai éventuellement une analyse technique du CAC 40 également au passage. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, merci.